Bonjour à toutes et à tous. Donc pour une conférence, en fait une présentation de ce que pourrait être le ciel d'Alastor. Alors pour ceux qui savent un peu de science-fiction, je crois que dans le public il y en a quelques-uns qui savent de la science-fiction, quelques-unes qui savent de la science-fiction. Alastor, c'est l'amas globulaire au sein duquel se trouvent les mondes que décrit Jack Vance dans une série bien connue, dans une suite de romans bien connus. Alors avant de discuter le ciel d'Alastor, d'abord, voilà l'image qui est représentée ici, c'est l'image d'un amas globulaire, celui-là s'appelle Terzan 4, c'est pas écrit dessus, mais enfin, c'est pour montrer la richesse stellaire qu'on peut avoir à l'intérieur d'un amas globulaire, ça c'est vu de l'extérieur, vu depuis la Terre. On en discutera tout à l'heure, mais ce ciel d'Alastor était en fait un prétexte pour évoquer si la Terre était différente et si la Terre était ailleurs, parce que dans la science-fiction, bien sûr, il y a de nombreuses planètes qui sont mises en scène dans des situations très différentes de celles qui prévaut pour la Terre, tant par la taille de la planète que par sa position, son nombre de soleils, sa position dans la galaxie ou pas d'ailleurs. Et donc je vais essayer de brosser à grands traits des possibilités qui sont évoquées par la science-fiction en discutant, vous me connaissez maintenant, en les discutant par la science, par l'astrophysique telle qu'on la connaît actuellement. Et pour voir si les auteurs ont bien travaillé, en général vous allez voir ils ont pas mal travaillé, mais est-ce que c'était des bons choix ? De temps en temps, il y a des choix qui sont pas très bons, enfin en tout cas pas très safe, si on veut s'assurer que les habitants de ces planètes, des humains éventuellement, mais ça peut être d'autres êtres que des humains, soient en confiance du point de vue de leur sécurité, de leurs conditions de vie à la surface de ces planètes. Donc Alastor, on va y venir. Pas tout de suite, bien sûr. Et on va commencer quand même par Jack Vance, parce que Jack Vance, il a été un grand créateur de monde, et notamment dans La planète géante, il a imaginé une Terre, enfin, je vais l'appeler une Terre, c'est pas la planète Terre, hein, c'est la planète géante, et elle n'est pas autour du Soleil, elle est autour d'une étoile qui s'appelle Phèdre, qui est une étoile jaune. Alors souvent, on prend au début de l'astronomie, de l'astrophysique, dans les années 50-60, on imaginait qu'il fallait absolument un Soleil comme notre Soleil. Maintenant, on peut imaginer bien d'autres possibilités de Soleil d'abord, mais de planètes éventuellement habitables autour d'autres soleils que des types solaires, comme une étoile jaune, une étoile avec une température de surface d'à peu près 5800 degrés Celsius. Et donc, il imagine une planète qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est une première façon de dépayser, finalement, de modifier les conditions, c'est d'imaginer une grande planète. Alors, dans son roman, Jack Vance nous donne des informations extraites d'un imaginaire guide des planètes habitées, et qui nous dit que la planète géante, elle a un diamètre de 40 000 km. Donc c'est vraiment une énorme planète. Hein. Le diamètre de la Terre, c'est 12 756 km. C'est beaucoup plus petit, c'est 3 fois plus petit à peu près. Et elle a une densité moyenne légèrement inférieure à 2. Et une gravité supérieure à la norme de la Terre, donc ça veut dire à la gravité de la Terre. Alors, est-ce que toutes ces informations font sens ? On peut trouver aussi un autre endroit dans cette planète géante. Il y a des humains qui arrivent à un endroit sur cette planète, ils s'écrasent sur cette planète, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, et puis ils doivent se rendre compte à l'enclave humaine qui est de l'autre côté. Et c'est pas de peau, ils sont écrasés aux antipodes de l'endroit où ils doivent aller. Alors, une planète de 40 000 km de diamètre, ça fait de la distance, et on nous dit l'enclave terrienne est de l'autre côté de la planète à 65 000 km. Alors déjà, on peut remarquer que Jack Vance, il connaît le rapport qui est entre le diamètre et la circonférence d'une sphère, et les deux valeurs sont cohérentes. Hein. On peut vérifier ça, c'est l'emmerdeur de physicien de base, hein. Il vérifie que les nombres sont bons, ça marche, il n'est pas mauvais, il arrondit un peu, mais on comprend. Et donc du coup le rayon, il est bien ça, le rayon c'est 3,25 fois le rayon de la Terre, le petit symbole c'est pour dire la Terre. Le rayon de la planète géante c'est un peu plus de 3 fois le rayon de la Terre. Ça, c'est une chose. Et parce que mon idée, c'est de vérifier si tous les nombres sont cohérents. Il m'a dit le rayon, il m'a dit la densité. La densité, on appelle ça en physique aussi la masse volumique. La densité, en fait, c'est la masse volumique d'un corps exprimée en unité de la masse volumique de l'eau. L'eau, c'est 1 tonne par mètre cube. Donc, quand on a une densité légèrement inférieure à 2, ça veut dire que la masse volumique moyenne de la planète géante, c'est un peu de l'ordre de 2 tonnes par mètre cube de planète géante. Alors, si on compare à celle de la Terre, c'est beaucoup plus petit. La densité moyenne de la Terre, c'est 5,5. 5,5 tonnes par mètre cube en moyenne pour la Terre. Beaucoup plus dense au centre, où les éléments denses se sont accumulés, se sont stratifiés. Un peu moins dense en surface, où on trouve les roches et les matériaux habituels, mais la densité moyenne de la Terre c'est 5,5, donc la densité de la moyenne de la planète géante c'est à peu près un tiers, un peu plus qu'un tiers, 36% de la gravité de la densité moyenne de la Terre. Et alors avec ces deux éléments-là, on peut en déduire la gravité de la planète géante. Puisque seulement la gravité, ça dépend de la masse et du rayon. Et en ayant une idée de la densité moyenne, on peut avoir une idée de la masse, puisque la masse, c'est le volume fois la masse volumique. Oui, on rigole pas, hein, 11h, là on est là, lundi, j'envoie tout de suite du lourd, hein, ça va être un peu plus calme après. Mais pas tout le temps, hein, ça va remonter, hein, vous calmez pas, c'est la physique, on n'est pas là pour rigoler, on est aux utopiales, quoi. Et donc du coup, on peut calculer la gravité.
Alors je vous fais grâce, je mets les formules, hein, c'est pour impressionner l'audience, et puis pour ceux qui savent, ils verront que je ne suis pas en train de les rouler. Ceux qui savent pas, c'est pas grave, ils me font confiance, ils disent ouais, le hook, on a l'habitude, et ils délirent un peu, mais on a confiance. Et alors du coup, c'est le produit de la masse volumique moyenne par le rayon. Et quand on fait ce produit, on obtient quelque chose qui est 1,2 gravité terrestre, supérieur à la norme de la Terre, super. 1,2 gravité terrestre. C'est un peu plus que la Terre, 20% supérieur. C'est pas délirant non plus. Si c'était de 2 fois la gravité de la Terre, vous imaginez, le poids que vous ressentiriez, il serait 2 fois supérieur au poids de la Terre. Donc vous auriez l'impression, sur la planète géante, d'évoluer sur la Terre comme si votre masse était doublée. Vous faites 60 kilos, c'est comme vous en faisiez 120. Donc vous vous rendez compte que ça va être assez rapidement fatigant pour les pauvres humains qui arrivent à la surface. Mais 20% de plus, c'est un peu fatigant, mais ça passe encore. Voilà. Donc voilà, donc pour dire aussi, pour montrer à quel point même des auteurs comme Jack Vance, qui ne sont pas réputés pour faire de la hard science, hein, Jack Vance c'est plutôt vraiment un créateur de monde, et bien, de temps en temps, il met des nombres, et puis ça colle. Ça se passe bien. Il a dû poser la question à quelqu'un, ou alors il avait les connaissances. Il se peut qu'il ait ces connaissances que je qualifierais de élémentaires. Mais enfin, encore faut-il les connaître, c'est toujours pareil, c'est élémentaire quand on les connaît. Et pour faire une planète où les éléments factuels qu'il nous donne sont cohérents entre eux. Alors il y en a un autre qui est, alors lui pour le coup, beaucoup plus raide dans la hard science, c'est Al Clément, qui a écrit Mission Gravité. Alors maintenant ça s'appelle, le titre est un peu différent, enfin je garde ce titre ancien qui était dans la collection Pocket que j'ai scanné la couverture que j'avais, un roman de 1954, et là cette fois-ci il va sur, les humains vont sur une, enfin ne vont pas, parce que la planète sur laquelle ils doivent récupérer un artefact humain qui a été perdu et qui est très important, et bien cette planète elle a une gravité extraordinaire. D'ailleurs on nous dit, l'humain bien embêté pour dire qu'il va falloir aller récupérer le matériel à la surface, la gravité équatoriale c'est 3 gravités terrestres, 3G, 1G, c'est la gravité moyenne de la Terre, et c'est déjà beaucoup. 3G, ça veut dire quelqu'un qui fait 60 kg aurait l'impression sur la planète géante, sur la planète Mesclin, parce qu'il s'agit de cette planète-là, eh bien d'avoir une masse sur Terre, s'il était sur Terre, une masse de 3 fois supérieure, donc 180 kg. Donc son poids sur la planète Mesclin est déjà considérable, mais c'est 700 G au pôle. 700 G. Alors là, inutile de vous dire que si vous posez 700 fois votre masse, je vous laisse faire l'opération, hein, et bien c'est beaucoup. Votre masse se chiffre en tonnes, vous êtes écrabouillé, vous êtes sous forme d'une purée rougeâtre au niveau du sol, quoi, hein, crac, comme si on faisait plus de suite qu'une presse hydraulique. Et donc, c'est embêtant, on ne peut pas aller là-bas. Alors heureusement, il y a des mesclinites, il y a des êtres qui vivent à la surface de cette planète, qui ne vivent pas dans les régions polaires, mais qui sont capables de survivre aux gravités déjà, de vivre tout à fait correctement dans les gravités intenses des régions équatoriales, et puis qui peuvent se déplacer et qui vont aider les humains. Alors il nous donne des paramètres, hein, je les mets là, la planète Mesclin, ça s'est donné dans le roman de Al Clément, et alors elle fait 16 fois la masse de Jupiter et 6 rayons terrestres. Alors ça c'est beaucoup, hein. C'est une planète donc, qui est beaucoup plus massive que Jupiter, qui déjà elle-même est 318 fois plus massive que la Terre. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. La gravité de surface de Jupiter, si tant est qu'on puisse masser à sa surface, c'est une planète gazeuse géante, donc on ne peut pas marcher dessus, elle est toute en gaz. Mais la gravité de surface, c'est à peu près 2,6 fois la gravité de la Terre. Et puis elle tourne sur elle-même extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence de gravité. Et voilà même le dessin que produit Al Clément dans un petit article qui s'appelle Will Gig World, un article sur le monde tourbillonnant. Cette planète, la forme, l'ellipse que l'on voit, là, c'est la sphère, c'est la partie centrale de la planète, mais l'ellipse que l'on voit, c'est la planète déformée sous l'effet d'une rotation extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même en 18 minutes. Donc la force centrifuge est tellement énorme, l'équateur est nul au pôle, elle est toujours nulle au pôle sur l'axe de rotation, que la planète était étirée considérablement sur l'équateur et que la gravité apparente est plus faible, tout en restant énorme, tout est plus faible à l'équateur qu'au pôle. Et il émet même des graduations où il dit à l'équateur on voit 3, c'est 3 gravités, un peu plus haut en latitude 27 gravités, etc., jusqu'à 665 gravités au pôle. Et il dit les valeurs listed values of gravity are very, et il souligne very approximative. Donc on voit qu'il a essayé de faire quelque chose de plausible. C'est tout à fait raisonnable de dire une planète qui tourne sur elle-même, la gravité va varier, la forme de la planète. Notre planète, Terre, est aplatie au pôle et étirée à l'équateur sous l'effet de sa rotation, mais l'effet de cet aplatissement est très petit, 1/300e. 1/300e. Donc c'est extrêmement peu aplati, mais ça a donné lieu à des grandes expéditions, hein, l'expédition en Laponie, une expédition au Pérou par la Condamine, qui a vérifié que la Terre était bien aplatie au pôle et étirée à l'équateur. Ça a été fait en mesurant un arc de méridien de 1 degré et voir si la longueur était la même de cet arc de 1 degré à l'équateur et au pôle. Et on a constaté que non. Et donc on a déduit que la Terre était bien aplatie selon ce que disait la théorie de Newton de la gravitation. Bref, ce que nous montre là Al Clément, lui qui est un auteur
plus hard science. Il raconte beaucoup de choses, d'ailleurs, dans ce petit article, d'où c'est venu cette idée d'une planète avec une gravité extraordinaire. Je ne rentre pas dans les détails, mais il a lu les revues scientifiques de l'époque, il cite la source, on peut retracer complètement, il donne les éléments pour retracer complètement son cheminement intellectuel qui l'a mené à construire cette planète un peu extraordinaire, probablement un peu extrême, sans aucun doute un peu extrême, y compris pour y accueillir de la vie, mais comment il a pensé cette planète. Alors une autre façon de faire une planète bizarre, on peut la faire plus grosse ou plus rapide, et il y a encore plein de variations, je ne vais pas toutes les évoquer, sinon on est foutu d'avance, c'est évidemment de modifier le nombre de soleils. Donc dans Star Wars, sur Tatooine, la fameuse planète à 2 soleils, qui est le repère des bandits galactiques, mais c'est aussi une planète à 2 soleils, et quand on voit sur cette image, les 2 soleils, quand on les voit, ils nous donnent l'impression que c'est notre soleil en train de se coucher, la partie rouge, et puis le même soleil, toujours le nôtre, mais cette fois-ci un peu plus haut dans l'horizon, un peu plus haut au-dessus de l'horizon, qui apparaît un peu avant de se coucher. C'est comme l'impression que ça donne, c'est qu'on a 2 fois notre soleil finalement, qui sont en orbite autour de leur centre de gravité commun, et puis il y a Tatooine qui doit orbiter autour des 2 soleils, et on les voit se coucher l'un puis l'autre dans le ciel de Tatooine. Alors, avec cette image-là, on peut d'abord faire plein de choses. Je vous ai épargné, je ne vais pas vous faire toutes les enquêtes, mais il y en a tout un possible pour essayer de déterminer quelle pourrait être l'orbite de Tatooine, si on imagine que ces 2 soleils de Tatooine sont, disons, à peu près comme le nôtre. Et le fait la planète est une étoile double, soit dans un système à 2 étoiles, ça c'est pas impossible, parce qu'à peu près tout 60% des étoiles de notre galaxie, on estime que 60% des étoiles de notre galaxie sont des étoiles binaires, sont des systèmes binaires ou multiples, mais binaires en particulier, donc des systèmes à 2 étoiles, éventuellement de masse très différente, ou de structure très différente, mais 2 étoiles qui tournent autour de leur centre de gravité commun, et il est tout à fait possible, on connaît dans les plus de 5000 exoplanètes désormais recensées avec quelques certitudes, eh bien on sait désormais qu'il y en a un certain nombre qui sont dans des systèmes multiples avec des orbites stables. On va le voir, la question de la stabilité de l'orbite est importante, parce que si l'orbite de la planète est instable, elle est éjectée du système, et ça s'en va. Dans un système comme notre système solaire, avec un soleil et des étoiles, on a essentiellement un truc qui pèse très lourd et les poussières, eh bien, c'est assez simple, la structure est assez simple, tout le monde tourne autour du soleil, à peu de choses près, tout le monde tourne autour du soleil, autour du centre de gravité du système Jupiter-Soleil en pratique, mais Jupiter est 300 fois plus massif que la Terre, mais 1000 fois moins massive que le soleil. Dans le système solaire, 99,8% de la masse c'est le Soleil, 0,1% c'est Jupiter, un peu moins que 0,1% c'est Saturne, et tout le reste c'est les poussières comme nous. Donc on est vraiment dans une situation où il y a un astre qui domine et puis il y a les poussières qui tournent autour, tandis que là on a 2 astres et puis les poussières qui essaient de se débrouiller dans la gravité de ces 2 astres. Alors cette histoire de 2 soleils, évidemment, il y a l'image très emblématique de Tatooine. D'ailleurs c'est au point devenu si emblématique que dès que des astrophysiciens s'intéressant aux exoplanètes découvrent une exoplanète dans un système binaire, on dit on a trouvé Tatooine. C'est arrivé plusieurs fois dans la presse, on dit voilà, c'est devenu la référence finalement. Alors il y a d'autres mondes moins connus du grand public, mais très connus du public des Utopiales bien sûr. Dans ces romans, la série d'Heliconia de Brian Aldiss, peut-être ceux qui ont lu Yoko Tsuno, qui est une bande dessinée absolument géniale, que je lisais beaucoup, j'adorais quand j'étais petit. Les 3 soleils de Vinéa. Et puis plus récemment, le Liu Cixin, le problème à 3 corps. Alors là, c'est carrément dans le titre, il y a explicitement dans le titre une référence à ces questions-là. Alors on va regarder un peu toutes ces questions-là et discuter un peu ces questions de soleil multiples, parce qu'elles sont intéressantes pour la physique et pour tout un tas d'autres conséquences. Alors, d'abord ici un schéma grossier de ce que pourrait être, pour représenter ce qu'est le système d'Heliconia. Brian Aldiss a fait construire son système par des astrophysiciens, il s'en explique d'ailleurs dans son roman, qui a travaillé pour lui, il n'est pas vraiment hard science, mais il voulait quand même un truc qui tourne et qui soit plausible, construit, et donc il détaille, il y a un petit appendice où il détaille, alors il nous dit voilà le système, alors l'étoile bleue qui est ici c'est Frère, il l'appelle Frère, c'est une super géante bleue, une très grosse étoile, 15 masses solaires, très grosse étoile, c'est une étoile qui va durer pas très longtemps, je ne recommande pas d'être en orbite autour d'une étoile super géante de 15 masses solaires, on peut être, d'abord elle est très brillante, mais il suffit d'en être assez loin, si on en est assez loin, on peut ne pas recevoir trop de lumière de la part de l'étoile, mais en revanche sa durée de vie est très courte. 15 masses solaires, une durée de vie d'étoile de 15 masses solaires, c'est de l'ordre du million d'années. Quelques millions d'années. Donc dans quelques millions d'années, cette étoile va exploser. Donc c'est assez embêtant pour Batalix, qui tourne autour de Frère. Et Batalix, c'est une étoile de type solaire.
Donc j'ai mis les paramètres pour dire que ce qu'avait choisi Brian Aldiss, elle tourne à une orbite qui fait 2600 ans, pratiquement 2600 années terrestres pour faire le tour complet de Frère. Et les distances, j'ai indiqué les distances au plus près, au plus proche. UA, ça veut dire unité astronomique. C'est la distance Terre-Soleil. La distance moyenne Terre-Soleil. Donc on voit que les distances du système sont gigantesques. Batalix tourne autour de Frère avec une orbite absolument gigantesque autour de l'étoile principale. Et puis autour de Batalix, qui est une étoile de type solaire, un peu moins brillante, un peu moins massive que le Soleil, tourne Heliconia, le monde dans lequel se déroule l'aventure. Et il tourne avec une orbite un peu plus lâche, si j'ose dire, que celle de la Terre, 1,26 fois le rayon de l'orbite terrestre, une période de 1,4 ans. Il y a d'autres planètes que je ne vais pas représenter ici. Voilà donc le système dont nous parle Brian Aldiss. Et alors dans Heliconia, ce qui se passe, bien sûr, c'est que Heliconia tourne autour de son petit soleil, donc elle a une sorte de bac chiche énergétique lumineux qu'elle reçoit en continu du petit soleil, enfin du soleil jaune autour duquel elle tourne, et qui lui fait recevoir pas autant de lumière que la Terre en reçoit de notre Soleil. Elle est un peu moins éclairée que par Batalix que la Terre ne l'est du Soleil. Et en plus, elle tourne avec une très longue période autour de Frère. Et quand on en est assez lointaine, elle en reçoit très peu de lumière, mais quand elle en est assez proche, même à 236 unités astronomiques, la luminosité de Frère est tellement importante, 60 000 fois celle du Soleil, que même à 236 unités astronomiques, elle reçoit un flux lumineux pas négligeable de toute cette étoile. Et donc les saisons d'Heliconia, c'est là le point de l'histoire, les saisons d'Heliconia sont extrêmement longues, des milliers d'années qui tournent, 2000 ans, 2500 ans pour faire le tour. Il y a un très long hiver quand elle est au plus loin de Frère, et un été assez court mais très intense quand elle passe au plus proche de Frère. Et on peut calculer que l'insolation d'Heliconia, elle varie entre 62% et 157% de l'insolation terrestre, selon la position de Batalix, de Batalix autour de Frère. Donc l'amplitude du flux lumineux est extraordinairement élevée. Sur Terre, l'amplitude du flux lumineux de l'insolation terrestre due à la forme de l'orbite de la Terre, c'est 3%. L'orbite de la Terre n'est pas exactement circulaire, elle est légèrement elliptique. Mais l'amplitude due aux saisons, elle n'est pas due à la forme de l'orbite de la Terre, mais elle est due à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur son plan orbital, le 23 degrés, qui fait des fluctuations d'insolation par mètre carré considérables entre l'été et l'hiver, dans les saisons, sous nos latitudes. Et là, on a une insolation qui varie vraiment majoritairement à cause de la forme de l'orbite. Et on peut estimer, si on prend Heliconia avec une atmosphère de type terrestre, la température moyenne à la surface d'Heliconia varie entre moins 19 et plus 49 degrés Celsius. Une amplitude, la température moyenne. Donc c'est une amplitude considérable et on comprend qu'elle est un hiver très long, très froid. Il y a un des peuples qui domine le Heliconia pendant la période froide et un autre qui domine Heliconia pendant la période chaude. Deux peuples qui finalement se partagent la planète. Pendant des centaines d'années, l'un domine, pendant des centaines d'années, l'autre domine, selon le climat très très différent. En choisissant ce monde, en le construisant de manière assez exotique, il faut reconnaître, en le construisant ainsi, Brian Aldiss on déduit une conséquence sur ce qui se passe à la surface, sur la façon dont les êtres évoluent à la surface de cette planète, se partagent la planète. Voilà. Et donc, il y a même une citation d'un extrait d'Heliconia que je vais vous lire. « Nos deux soleils ont été placés dans nos cieux pour nous rappeler constamment notre double nature, esprit et corps, vie et mort, les dualités plus générales qui gouvernent l'existence humaine. » Et donc il y a des conséquences, et là où ça devient intéressant, et que les auteurs de science-fiction font œuvre tout à fait intéressante, c'est d'essayer d'imaginer quelles vont être les conséquences sur les religions, sur les comportements, sur la vie sociale, évidemment sur les corps, éventuellement sur les corps, des humains ou des êtres qui vivent sur ces planètes dans des conditions curieuses. Alors, je cite ici, pour remercier Jean-Daniel Breck, qui m'a signalé l'existence de ce système un peu avant la conférence. Al Clément, il a aussi imaginé un système qu'il appelle Xi Bootis, l'étoile Xi de la constellation du Bouvier, qui existe vraiment, la constellation du Bouvier, l'étoile Xi, elle existe aussi vraiment, mais il a imaginé un autre système. Alors j'ai donné les dessins que donne Al Clément. On peut télécharger toute la petite notice, il s'est amusé à faire une petite notice où il explique comment il est foutu mon système, des petits dessins, les orbites, les machins, ça chiade. Enfin, Al Clément, il essaie, vous l'avez vu avec Mission Gravité, il essaie de faire quelque chose d'assez éduqué scientifiquement, et toutes ces contraintes qu'il se met, toutes ces contraintes-là ont des conséquences, évidemment. C'est pour avoir la possibilité d'inscrire des histoires dans lesquelles l'astronomie, finalement, la configuration orbitale du monde, des mondes, parce qu'il y a plusieurs planètes et il y a 2 étoiles, a des conséquences sur les êtres et sur ce qui s'y déroule.
Alors, une cas de planète à deux soleils, il y a Alpha du Centaure, qui est une planète bien connue à deux soleils, ça c'est une image qui est tirée du début d'Avatar, qui se situe sur Pandora. Pandora, alors c'est pas une planète, Pandora c'est un satellite d'une planète géante gazeuse qui s'appelle Polyphème, et qui orbite dans le système Alpha du Centaure, qui est vraiment un système à deux étoiles, et peut-être même trois étoiles. Proxima du Centaure est très éloigné du couple Alpha du Centaure, deux étoiles, Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure B, et il y a Proxima qui est bien lointaine, bien plus lointaine, mais qui, semble-t-il, pourrait faire un système triple, en fait, pas un système double, mais un système triple, pourrait être lié gravitationnellement à Alpha du Centaure. Et donc, cette fois-ci, c'est pas une planète qui est mise en jeu, mais c'est une lune, un satellite d'une planète géante qui se trouve être Pandora, qui est habitable, et habité d'ailleurs par les navis, et qui orbite, lui, autour d'une planète géante. Donc là encore, sans rentrer dans les détails, vous avez vu les films, vous avez peut-être les images du film en tête. Ça montre des paysages stupéfiants et des éclairements qui vont être aussi assez compliqués, avec deux soleils. Dans Tatooine, on voit les deux soleils qui se couchent. Oui, de temps en temps, il fera nuit, mais on va venir tout à l'heure à un autre monde très particulier où aucun soleil ne se couche jamais. Et donc, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, du coup, si on a cette fois-ci à la fois une étoile double en plus, et une planète géante dans votre ciel qui renvoie une partie de la lumière des étoiles, comme la Lune renvoie une partie de la lumière du Soleil. Vous avez la Lune, mais pas la Lune. Là, c'est pas la Lune, c'est Jupiter qui est dans votre ciel. Un machin énorme qui vous éclaire. Et donc, on peut se poser des tas de questions. J'épilogue pas longuement là-dessus, mais sur Pandora, il n'y a probablement pas de nuit, ou des nuits extrêmement claires. Et on voit beaucoup d'êtres sur Pandora qui sont des êtres bioluminescents, qui sur Terre ne se développent que dans des conditions assez sombres, au fond des océans, dans les grottes, dans des conditions où la nuit, ou des êtres qui sont nocturnes, comme les lucioles, qui vivent dans des conditions sombres et dont la lumière est quelque chose qui est soit un appât, soit un moyen de communication, soit un moyen simplement de se repérer. Donc on a une situation, dans le cadre de Pandora, qui donne des belles images, mais qui ne sont pas toujours aussi d'une cohérence parfaite. Mais ça, c'est pas le problème, en fait, évidemment. L'essentiel pour un film ou pour une œuvre, c'est qu'elle soit intéressante pour le lecteur et le spectateur, la spectatrice. Alors, quand on a deux soleils, je disais tout à l'heure, il y a un vrai problème, c'est la question de l'orbite. Où est-ce qu'on met la planète? Il y a les deux soleils, où est-ce qu'on met la planète? Parce que voilà ce qui se passe. Alors, c'est un diagramme joli mais technique, un peu de science, en retour un peu sur la science. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux étoiles et qui sont, je ne vais pas dire en orbite l'une autour de l'autre, en orbite autour de leur centre de gravité commun. Alors, sur le dessin, le centre de gravité, c'est le petit point rouge. Là, j'ai mis deux étoiles qui sont en fait comme Alpha du Centaure. Elles sont de masse assez voisine. Leur centre de gravité n'est pas exactement au centre, il est légèrement décalé vers l'étoile la plus massive qui là se trouve être l'étoile numéro 1. Alors on est aussi placé dans le référentiel qui tourne avec les deux étoiles. Les deux étoiles tournent autour de leur centre de gravité commun et je vais me mettre dans le référentiel où les deux étoiles sont fixes. Donc c'est comme si je tournais en fait finalement sur le manège des deux étoiles. Et dans ce référentiel-là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour une troisième particule, un objet de masse très très faible par rapport aux étoiles. Ce qu'on appelle le problème à trois corps restreint. Il y a bien trois corps, les deux étoiles et puis un troisième qui tourne là-dedans, mais il y en a un qui a une masse qui ne compte pas, un peu comme la Terre ou même Jupiter d'une certaine façon par rapport au Soleil. Eh bien, il y a 5 positions, L1, L2, L3, L4, L5, qui sont nommées en l'honneur de Lagrange, et qui les a découverts, qui les a calculées, qui sont des positions d'équilibre. Équilibre, ça veut dire quoi? La somme des forces qu'on subit est nulle. Et les forces ont subi quoi? La force de gravité de l'étoile 1, la force de gravité de l'étoile 2, mais aussi, parce qu'on est dans le référentiel tournant, la force centrifuge qui est, vous êtes dans un manège qui tourne, et il y a cette troisième force d'inertie qui s'impose à vous. Et quand la somme de ces trois forces vaut 0, ça vous donne des positions d'équilibre où si on vous met pile dessus, vous ne bougez pas dans le référentiel tournant. C'est-à-dire vous tournez au même rythme que le référentiel, si on vous regarde de l'extérieur et vous voyez les choses tourner. Et sur ces 5 positions, il y en a 3, L1, L2, L3 qui sont alignés. L4 et L5 forment un triangle équilatéral parfait avec les deux étoiles. Les 3 positions 1, 2, 3 sont instables. Elles sont des positions d'équilibre, mais si on n'est pas pile dessus, alors on s'en écarte et on s'en écarte indéfiniment. Alors que L4 et L5, si on n'est pas pile dessus, on peut orbiter autour de L4 et L5. Rester au voisinage de L4 et de L5. Et donc finalement, tourner en formant un triangle équilatéral avec les deux étoiles. C'est-à-dire que dans votre ciel, les deux étoiles font toujours un angle de 60 degrés l'une par rapport à l'autre si vous êtes quelque part autour de L4 ou de L5. Donc ça, ce sont des positions qu'on peut avoir. Les autres traits, si vous suivez les autres traits pointillés que je ne détaille pas, vous êtes dans les ennuis, d'autant plus que ces traits sont larges. Le meilleur moyen de rester en orbite stable, c'est soit de tourner très proche de l'une des deux étoiles, dans la zone blanche,
soit franchement loin des deux étoiles, les deux autour. C'est les deux catégories d'orbites qu'on appelle circumbinaires, quand on tourne autour des deux étoiles, ou orbitale autour d'une étoile ou de l'autre étoile. Alors, autour de l'une ou autour de l'autre, c'est embêtant parce qu'on en est assez proche du coup. Donc, si une planète où se développe la vie, il vaut mieux que l'étoile en question ne soit pas trop lumineuse, sinon vous allez avoir trop chaud à la surface de la planète. Ça peut être assez fâcheux. Les deux étoiles autour, ça c'est pas mal, parce que du coup vous êtes un peu loin de des étoiles. Pensez à Tatooine par exemple, qui a deux soleils. Si vous doublez le flux du soleil, si vous doublez le flux lumineux que la Terre reçoit du soleil, il va faire beaucoup plus chaud à la surface de la Terre. Donc, si vous voulez avoir deux étoiles pour la Terre, où est-ce qu'il faut se mettre ? En chiffre rond, vite fait, il faut se mettre suffisamment loin pour que de vos deux soleils, vous receviez en moyenne autant que la Terre reçoit de notre unique soleil. Et pour ça, comme la luminosité décroît avec la distance, et même en inverse du carré de la distance, si vous avez 2 fois plus de flux, il faut être racine carrée de 2 fois plus loin, ça rigole pas, 1,4 fois plus loin. D'accord ? Donc on peut imaginer, déjà vous voyez en première approximation, l'orbite de Tatooine, si les deux soleils Tatooine sont les mêmes que notre soleil, elle est 1,4 fois plus loin de ces deux soleils que ne l'est la Terre de son unique soleil. Ça donne tout de suite une idée de l'endroit où on peut la mettre. Et après il faut raffiner un petit peu, mais ça donne tout de suite une bonne idée. Et donc là on peut tourner autour des deux étoiles et c'est ce qui se passe. Alors le point de Lagrange L1, il va être extrêmement intéressant, c'est un point instable, mais c'est un point aussi qui permet, imaginez qu'au lieu de étoile 1, étoile 2, il est marqué Terre-Lune. Alors dans ce cas-là, le point de Lagrange L1, il va être très décalé vers la Lune, et le centre de gravité très décalé vers la Terre. Mais ce point de Lagrange L1, c'est un col dans le paysage gravitationnel. Il faut imaginer un puits, paf, la première étoile ou la Terre, un autre puits gravitationnel, paf, la deuxième étoile ou la Lune. Et pour passer d'un puits, sortir avec sa fusée et tomber dans l'autre, aller sur la Lune par exemple, ou passer d'une étoile à l'autre, mais là on va plutôt aller de la Terre à la Lune, c'est moins dangereux, eh bien il y a un endroit particulier qui est ce point de Lagrange L1 qui est bien pratique, qui est un col dans le paysage, les creux et les bosses, le creux très profond gravitationnel de la Terre, un peu moins profond de la Lune. Il y a des creux et des bosses, et passer par le point là, c'est un col. C'est un endroit qui est pratique de passer. Et c'est par là que passent les vaisseaux. Ils passent en visant, en passant au voisinage, pas pile dessus, au voisinage du point de Lagrange L1 du système Terre-Lune. Mais ce point de Lagrange L1, s'il y a une étoile qui, pour des raisons essentiellement d'évolution, se met à gonfler, elle devient une géante rouge, elle devient plus grosse, elle n'est pas plus massive, elle devient juste plus grande en taille, parce que dans son évolution, une étoile, même comme le Soleil, va finir sa vie dans quelques milliards d'années, pour le Soleil dans assez longtemps, en gonflant, et son rayon va être multiplié sans doute par un nombre entre 50 et 100. Donc on aura un énorme Soleil qui aura à peu près la même masse, même s'il commence à en perdre beaucoup, et qui va gonfler. Mais imaginez qu'il y ait deux étoiles, et que l'une des deux gonfle au point que de sa matière commence à pouvoir passer par le point de Lagrange L1, par le col, eh bien la première étoile va se vidanger sur la seconde. Et regardez dans les soleils de Vinéa. Quel est le problème de Vinéa ? Un peu, je veux dire, pas très bien représenté par le loup, mais quand même, il y a deux soleils. Il y en a un qui est rouge et qui commence à grossir et qui est mangé. Il n'est pas mangé. Sa matière devient capable, parce que le soleil gonfle, de passer. C'est pas bien représenté. On ne voit pas le point de Lagrange L1 sur le dessin de Roger Leloup. Mais on comprend l'idée. Enfin, il y a une idée qui est derrière. L'étoile va gonfler au point de se vidanger dans l'autre. Et en se vidangeant dans l'autre, ça aura des conséquences considérable. D'abord, d'avoir un soleil qui gonfle, il va être beaucoup plus lumineux. Quand le soleil va gonfler d'un facteur 50 à 100, inutile de vous dire que sur Terre, vous aurez dans le ciel un disque beaucoup plus important pour le soleil, il fera peut-être 10 degrés de taille apparente dans le ciel, beaucoup plus lumineux, plus rouge, mais plus lumineux, et il va faire chaud sur Terre, mais vraiment chaud. Là, en comparaison, le changement climatique, c'est une plaisanterie. On ne sera plus là, de toute façon, dans des milliards d'années. Mais ce soleil gonfle, c'est déjà un problème, mais en plus il se vidange sur l'autre étoile, et en se vidangeant sur l'autre étoile, il va tomber à la surface de l'autre étoile, et en tombant à la surface de l'autre étoile, il va éventuellement déclencher des réactions de fusion thermonucléaire de surface de l'étoile. La masse de la petite étoile blanche que l'on voit dans le cas de Leloup, qu'on pourrait imaginer, les tailles respectives ne seraient pas très bonnes, mais qu'on pourrait imaginer comme une naine blanche, une étoile qui est un cadavre, comme le sera le cadavre de notre Soleil dans 5 milliards d'années, eh bien, en tombant à la surface de la naine blanche, cela peut déclencher des réactions de fusion thermonucléaire à la surface, et le phénomène qu'on appelle nova. Le phénomène de nova. Et donc, voilà une vue d'artiste de ce que pourrait être ce phénomène de nova. On voit la grosse étoile l'étoile qui est en train d'évoluer, qui est en train de gonfler, qui perd une partie de sa matière, qui va tomber, alors pas comme ça directement, mais en spiralant et en tombant sur la petite étoile centrale, et qui devient extrêmement brillante, qui était très peu brillante, 1000 fois moins que le Soleil pour une naine blanche, mais qui devient d'un coup extraordinairement brillante, parce que à sa surface
par la chute de matière de la grosse étoile, vont se déclencher des réactions de fusion thermonucléaire qui vont faire des flashs de luminosité qui peuvent durer quelques jours, quelques dizaines de jours, mais des flashs qui vont augmenter la luminosité de la petite étoile d'un facteur 50 à 100 000. Et on observe, c'est ce qu'on appelle des novas, on en a observé dans le ciel de la Terre un certain nombre, on n'est pas aux supernovas. Une supernova, c'est carrément l'explosion d'une étoile. Mais si la petite étoile naine blanche reçoit trop de matière de son compagnon et dépasse une certaine masse, 1,4 fois la masse du Soleil, dans les conditions où elle est, eh bien, elle va exploser en supernova et elle va souffler le système. Voilà un dessin qui n'est plus une vue d'artiste, qui est un peu plus, disons, technique, et qui vous montre l'important, il y a ce lobe avec le point de Lagrange L1, où la grosse étoile, si elle gonfle suffisamment et qu'elle remplit ce premier lobe qui se ferme au niveau du point de Lagrange L1, va se vidanger, on appelle ça un transfert de masse, et éventuellement la matière qui tombe elle va être échauffée en tombant par friction interne, elle va rayonner en rayons X, on appellera ça une binaire X, qui va rayonner de la lumière X. Si vous êtes dans une planète autour de ça, vous êtes bien embêté parce qu'il y a un gros soleil qui grossit et qui devient plus lumineux, il y a de la matière qui tombe sur l'autre étoile et ça émet une quantité considérable de rayons X, ça c'est pas bon pour la santé les rayons X, et en plus de ça, la petite étoile peut devenir une nova, faire des phénomènes de nova, voire de supernova. Je comprends que les Vinéens veulent quitter leur planète, parce que les 3 soleils du Vénéa, c'est bon, c'est bien gentil, mais enfin, à un moment donné, il faut se barrer quand ça va vous sauter à la figure à ce point-là. Il faut vraiment quitter son système. Donc l'idée qui est là, c'est voilà, on peut mettre plusieurs soleils, mais il vaut mieux qu'ils soient, qu'ils bougent pas trop, quoi. Tatooine, de ce point de vue-là, c'est tranquille, ils ont l'air sphériques, tout bonnard, et ça se passe très bien. Alors si la Terre avait maintenant 3 soleils, là on parlait de 2 soleils, mais on pourrait imaginer 3, 4, 5 soleils. Alors 3 soleils, c'est plus compliqué encore, parce que là il y a 3 masses importantes, et une planète, une 4e qui fait ça. Et déjà, ne serait-ce que d'avoir l'orbite stable et 3 masses importantes, c'est pas trivial. Avant même de vouloir y mettre une planète, est-ce qu'on peut mettre 3 masses avec des orbites stables? Là, on parlait de 2 masses et d'une 3e négligeable qui était la planète. Là, on parle de 3 masses équivalentes. 3 étoiles, par exemple, qui tournent, alors les unes autour des autres, on peut dire ça comme ça, autour de leur centre de gravité commun. 2 solutions avaient été imaginées par Euler, les solutions qu'on appelle homographiques de l'air et de Lagrange, encore Lagrange, une où les 3 étoiles sont alignées, elles forment toujours une ligne en se déplaçant le long d'ellipses. Alors vous voyez le dessin qui est là-haut, chaque ellipse est l'orbite d'une des étoiles. Les rapports de masse, là, ils ont été choisis pour une à une masse 1, l'autre à une masse double et la dernière à une masse triple. Donc il y a une petite, une moyenne, une grosse étoile. Mais il n'y a pas de planète là pour l'instant, et elles tournent autour de leur centre de gravité commun en suivant des ellipses, et elles sont toujours les unes et les autres alignées, toutes les 3 alignées sur un axe. Et puis, il y a en bas la solution de Lagrange, où là c'est aussi assez marrant, les 3 étoiles, là elles sont dans un rapport de masse identique, les 3 étoiles ont la même masse, et elles tournent autour de leur centre de gravité commun en formant toujours un triangle équilatéral. Ça, c'est une orbite stable. Donc, c'est une configuration très particulière. À 3 corps, le mathématicien Poincaré a montré qu'il n'était pas possible, le fait qu'on ne pouvait pas calculer, autrement dit, écrire les équations, résoudre le système complètement, et que pire que ça, le système était chaotique. La moindre perturbation, et ça déstabilise le système, et hop, ça part. Il n'y a plus de 3 corps, il n'y en a plus que 2, et un qui est parti, par exemple, typiquement. Et donc, pour qu'on ait 3 corps qui restent, comme des 3 étoiles, qui restent en orbite stable durablement, il faut des conditions initiales extraordinairement précises et d'une configuration particulière qui a une géométrie. Ça, c'était les deux qu'on connaissait, qu'on a connu pendant longtemps, et une géométrie très particulière. Il y a une 3e qui est ici, celle qui a été découverte par Alain Chancinet et Roger Montgomery, un Américain, Alain Chancinet, un Français, où on a 3 corps de même masse et qui se poursuivent sur une orbite en forme de 8. Là, c'est pas un mouvement où on fait joli. C'est un mouvement qui est régi uniquement par la gravitation mutuelle de ces 3 corps, en choisissant parfaitement leur position et leur vitesse initiale. Si ça dévie un tant soit peu de ces conditions initiales, le système à 3 corps s'échappe, si j'ose dire, se déstabilise assez rapidement, et il n'y en a plus que 2, et un 3e qui s'est échappé, qui est parti. Et donc ce système en forme de 8, si vous avez lu Liu Cixin, et si vous vous rappelez, dedans, Liu Cixin, il cite d'après ce qu'ont trouvé les astronomes Chancinet et Montgomery, il y a des orbites en 8. Il cite explicitement le truc. Liu Cixin, quand j'ai vu ça, j'ai dit respect. Il a lu la science. Il essaye, des fois, il ne fait pas toujours précis du point de vue scientifique. J'ai fait quelques analyses de ces textes qui n'étaient pas toujours parfaits du point de vue des sciences. Mais là, pour le coup, il a cité les bonnes personnes.
Et il les a assis dans une situation parfaite, exactement ça. Son système est trisolarien avec 3 soleils, et il faut déjà que l'orbite des 3 soleils soit stable, avant même d'imaginer qu'on ait 3 soleils. Sinon, rapidement, il n'y a plus que 2 soleils, par exemple, et puis votre planète, éventuellement, elle qui d'ailleurs a pu avoir des tas de problèmes. Alors, il y a ce qu'on appelle des chorégraphies qui sont montrées. Alors, les chorégraphies, c'est ce qui est montré, ça a été imaginé par un mathématicien catalan qui s'appelle Carlos Simo, qui a imaginé tout un tas d'autres configurations. Les 2 premières sont la ligne et le triangle équilatéral. La troisième, c'est celle de Chanciner et Montgomery, en 8, qui ont démontré sa stabilité inconditionnelle et qui ont montré dans quelles conditions ça se passait. Et puis, il y a eu tout un tas d'autres références. On appelle ça les chorégraphies. Les chorégraphies. Je vais vous en montrer tout un tas tout à l'heure. Alors on pourrait imaginer une planète à 6 soleils. Alors on en vient à l'associer à Isaac Asimov et la planète Kalgash ou Lagash. Alors Kalgash, c'est dans le roman qu'il a signé avec Silverberg. Il l'avait appelé Lagash dans sa nouvelle Quand les ténèbres viendront, Nightfall en anglais. Et là c'est une planète, la planète Kalgash, qui a 6 soleils. Alors d'abord Kalgash, elle est avec Dovim. Il y a une petite étoile rouge qui s'appelle Dovim, qui les deux tournent autour de Onos. Et puis il y a encore 2 paires d'étoiles. 2 paires d'étoiles qui forment une paire qui tourne autour de tout ça. Donc on a 6 soleils, et en fait Kalgash est doté d'une lune, et cette lune, une fois tous les 2049 ans, elle vient éclipser le dernier soleil qui reste. Il y a toujours au moins un soleil sur le monde de Kalgash, il y a toujours au moins un soleil dans le ciel, donc il fait toujours jour. La différence, c'est qu'il fait plus ou moins jour, il ne fait jamais nuit. Et tous les 2049 ans, il y a une éclipse qui se produit, il y a un satellite de Kalgash qui vient masquer l'ultime soleil, celui qui est encore dans le ciel, il est masqué pendant l'éclipse, et là, la nuit arrive. Évidemment, personne n'a jamais vu ça, et donc beaucoup d'inquiétudes se produisent. Je vous laisse découvrir l'œuvre si vous ne l'avez pas lu. Et c'est extrêmement, c'est assez étonnant. Sean Raymond, un astrophysicien qui travaille à Bordeaux, je vous recommande son blog planète-planète.net, dans lequel il est un grand spécialiste d'exoplanètes, fait tout un tas d'analyses, de tout un tas de mondes de SF, mais aussi imagine aussi des mondes curieux, simplement du point de vue fonctionnel, sans créer d'histoire avec. Lui, il a regardé le système de Kalgash tel qu'il est décrit par Asimov, il dit ça marche pas. Il peut pas y avoir la plus longue période d'obscurité, c'est que de 2 mois sur Kalgash, c'est pas 2049 ans, on n'y croit pas. Bon, évidemment, l'Asimov, il n'a pas été jusqu'au bout du bout pour vérifier que ça se passe bien. Mais du coup, ce qu'a fait Sean Raymond aussi, c'est qu'il a imaginé un système. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, moi, si je m'y accroche? J'essaie de faire au mieux possible, avec 6 étoiles, orbite stable, 6 étoiles, une planète, et la plus longue durée d'obscurité, sans obscurité qu'il a pu construire, c'est 600 ans. Donc dedans, il explique, il montre son système planétaire, où il peut faire jour en permanence, parce qu'il y a 6 soleils, et parce que les orbites sont soigneusement choisies, pendant 600 ans consécutivement, il y a toujours jour, il y a toujours au moins un soleil. Les systèmes à 6 étoiles, ça existe vraiment. Voilà les planètes TIC, enfin le système TIC 70 37 89 1, vous voyez les numéros de catalogue incompréhensibles, il a représenté schématiquement, mais qui ressemble un peu à celui de Kalgash. C'est un système à 6 soleils. C'est 3 paires, 3 binaires, 2 binaires en orbite autour de l'une de l'autre, je veux dire, et ce couple de binaires doubles est en orbite avec l'autre binaire. Donc les systèmes à 6 soleils, ça existe. Il y a aussi l'étoile Castor, je crois, l'étoile Castor, une étoile brillante dans le ciel de la Terre, qui est un système à 6 étoiles. Donc ça existe. Savoir s'il y a des planètes, pour l'instant, on n'en a pas vu dans ces systèmes complexes, mais des systèmes stables à 6 étoiles, ça marche. Alors le coup des éclipses, vous voyez que dans le cas de Nightfall, une éclipse a un rôle important. Enfin, franchement, c'est un révélateur. D'un coup, il y a l'éclipse, bam, le ciel noir apparaît, enfin, il va se passer quelque chose, qu'est-ce qu'on va voir, etc. Où sommes-nous dans l'univers? Parce que finalement, quand il y a toujours un soleil levé, si vous avez une atmosphère, il n'y a jamais d'étoiles visibles dans le ciel, enfin d'étoiles autres que vos 6 soleils, et vous ne voyez jamais d'étoiles dans votre ciel. Donc vous imaginez que votre cosmologie, votre positionnement mental dans l'univers, il est tout à fait différent d'un monde où il y a une alternance jour-nuit, bien sûr. Alors les éclipses, ça compte. Et les éclipses, il faut réaliser que sur Terre, par exemple, c'est le seul endroit où on peut voir des éclipses totales de soleil. Alors voilà, sur ce petit chose-là, ça c'est un time-lapse d'une transit, enfin même c'est pas un time-lapse, c'est un time-lapse, mais c'est en durée réelle, hein, c'est pas en accéléré, d'un transit de Phobos observé depuis la surface de Mars par le rover Perseverance. Alors voilà ce que ça fait. C'est sympa, hein, le satellite Phobos qui passe devant le Soleil, vu depuis le sol de Mars, en vitesse réelle, mais vous voyez c'est assez loin d'une éclipse, quoi. La taille apparente de Phobos est trop petite pour masquer exactement la taille apparente du Soleil vue depuis Mars.
Eh bien, sur Terre, il se trouve que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, à peu près 400 fois plus petite, et il se trouve qu'elle est aussi à peu près 400 fois plus proche. La taille apparente du Soleil et la taille apparente de la Lune sont quasiment identiques, à peu près un demi-degré, ce qui fait qu'il y a la possibilité que la Lune masque très exactement le disque du Soleil. On appelle ça une éclipse totale, on appelle ça une occultation du Soleil plutôt. Elle masque le Soleil et il se passe un truc. Il se passe un truc qui a eu des conséquences, alors je ne vais pas épiloguer longuement, mais des conséquences géopolitiques, si j'ose dire, importantes. Il y a eu des batailles qui sont déroulées pendant ou un peu après l'éclipse du Soleil et on a attribué des conséquences de cette éclipse sur le résultat de la bataille. Il y a eu des conséquences aussi astronomiques, scientifiques. J'en mets ici quelques-unes. Cela a permis de raffiner ce qu'on appelle la théorie de la Lune, la compréhension du mouvement de la Lune et du mouvement de la Terre autour du Soleil, parce que prévoir les éclipses est devenu un point important de l'astronomie. On sait le faire depuis assez longtemps, mais avec quelques précisions. Ça s'est raffiné au fil du temps, au fil des siècles. Et si vous avez une théorie, une compréhension du mouvement de la Lune qui est imparfaite, vous ne savez pas calculer exactement les éclipses et vous vous trompez et vous le constatez par l'observation que vous êtes trompé. Donc il suffit de améliorer votre théorie de la Lune. La découverte de l'hélium par Jules Janssen en 1868, elle a été faite par spectroscopie de l'atmosphère du Soleil, de la couronne solaire, que l'on apparaît, que l'on ne voit que pendant les éclipses. Parce que cette couronne solaire, elle est 1 million de fois moins brillante que ne l'est le disque du Soleil. Et quand on regarde le disque du Soleil à l'œil nu, bien sûr, on est ébloui. Quand on regarde, comme l'éclipse du 25 octobre dernier, peut-être certains l'ont vu, avec des verres adaptés, on voit le disque du Soleil un peu masqué par la Lune, et on ne voit pas la couronne qui est beaucoup trop faible du point de vue lumineux. Et donc, l'hélium a été découvert par Jules Janssen pendant une éclipse totale de Soleil. On a pu mesurer le ralentissement de la rotation de la Terre grâce aux éclipses. Alors ça, c'est absolument génial, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Vous prédisez, avec les théories modernes de la Lune, la façon dont on calcule maintenant les éclipses, vous calculez à rebours une éclipse qui a été observée à Babylone au IIIe siècle avant notre ère. Qui a été observée, on a des traces écrites de l'observation d'une éclipse totale de Soleil à Babylone. On sait où c'est, on sait la date. Dans un calendrier, il faut faire des recollements de calendrier, tout ça est subtil. Vous calculez les conditions de l'éclipse à Babylone au IIIe siècle avant notre ère. Et elle ne se passe pas, elle n'est pas du tout totale à Babylone. Pas du tout, du tout. Elle est totale un peu à côté, quelques centaines de kilomètres à côté. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous réalisez qu'en modifiant légèrement la rotation de la Terre, en la ralentissant de 2 millièmes de seconde par siècle, où la Terre tourne pas exactement il y a longtemps comme maintenant, en 2500 ans presque, elle tourne pas exactement pareil, c'est suffisant pour qu'elle soit pas exactement positionnée pareil pour recevoir l'éclipse, observer l'éclipse, et elle est observable à Babylone à condition de ralentir la rotation de la Terre. Et c'est une façon, par l'observation historique des éclipses, de déduire, de mesurer concrètement le ralentissement de la rotation de la Terre séculaire à l'échelle de plusieurs milliers d'années. On sait le faire aussi sur des millions d'années avec les coraux et d'autres choses. Je ne rentre pas dans les détails, mais maintenant on est tout à fait convaincu du ralentissement de la rotation de la Terre. De plus, le ralentissement de la rotation de la Terre sur elle-même de 2 millièmes de seconde par siècle fait que la Lune, ça a une conséquence très concrète, la Lune s'éloigne de la Terre. 3 cm par an. À 3,8 cm par an. C'est pas beaucoup, mais dans quelques centaines de millions d'années, la Lune sera suffisamment lointaine pour qu'il n'y ait plus que des éclipses annulaires du Soleil. Sa taille apparente aura suffisamment diminué pour qu'elle ne puisse plus jamais exactement masquer le disque du Soleil. Donc les éclipses totales de Soleil, c'est en ce moment, profitez-en, ça ne durera que 600 millions d'années environ. Donc prochaine éclipse 2026, visible totale dans le nord de l'Espagne. Prochaine en France, 2060, alors faites des efforts, soignez-vous bien. Je ne suis pas bien sûr que je puisse la voir, moi celle de 2060, je vais faire des tentatives, celle de 2026, du coup je vais faire des efforts. Donc, dernière chose, pour évoquer encore la science qui est sortie des éclipses de soleil, la déviation de la masse, de la lumière par la masse, une conséquence de la relativité générale d'Einstein, eh bien, c'était mesuré pendant l'éclipse totale de soleil en mai 1929. Donc, les éclipses, c'est fondamental, finalement, d'une certaine façon, elles se sont révélées fondamentales dans le développement des sciences sur Terre, qui se seraient certainement développées sans les éclipses, mais il y a des choses qui se sont dues aux éclipses. Alors voilà une petite photo de famille des chorégraphies. Il y a des trucs un peu compliqués. Là, c'est toutes les chorégraphies connues. Donc, les systèmes stables à 3 ou 4 soleils, de masse en général voisine, pas trop différentes. Toutes les formes de chorégraphie connues, donc des systèmes stables à N corps, 3 ou 4 corps. Il y en a plein. J'ai mis les liens en dessous. Allez voir. C'est incroyable. C'est juste incroyable. À l'inverse, si on observait un système stellaire qui est une chorégraphie, les conditions initiales doivent être tellement ajustées
que ça serait certainement un artefact extraterrestre. Je dis ça, j'ai rien dit. Si on voit 3 étoiles qui tournent sur un triangle équilatéral, ou un 8, comme les trisolariens, ou Dieu sait quoi dans ces chorégraphies qui peuvent avoir des formes, des configurations, vous voyez, des fois très complexes, les orbites superposées sont très complexes, alors les conditions initiales pour que ce système soit stable sur des millions et des milliards d'années sont tellement à régler infinitésimalement qu'il y a peu de chances que des conditions naturelles spontanées arrivent à ce réglage fin. Et donc on peut assez aisément imaginer que si un monde si un système stellaire est dans une de ces chorégraphies, alors il est probable, ou en tout cas on peut estimer probable, que des extraterrestres aient réglé. Alors vous imaginez les gars, hein, c'est pas des guignols, hein, ils ont mis l'étoile, tu la mets là, vas-y Polo, un peu à gauche, donc ouais non plus vite, là ça marche pas, ils poussent l'étoile un peu plus vite, vous voyez, donc faut pas les embêter ceux-là, il faut pas les embêter, il faut respecter les extraterrestres qui font des chorégraphies, parce que bon, si on en croise. Et alors je résiste pas à mettre ce texte de Vladimir Beletsky, un grand physicien, spécialiste de la dynamique des corps célestes russe, et qui disait, en parlant du problème à 3 corps, il dit finalement, quand on voit, pour dire les choses simplement, le bazar que c'est dans un système à 3, 4, n corps, quand on voit le bazar que c'est, quand on voit la simplicité qu'il y a dans un système à un corps, le Soleil et puis les trucs qui tournent autour, donc ça se règle de manière analytique, on sait le calculer, ça se passe très bien, on sait faire ça depuis Newton, et bien quand on voit la différence et quand on voit l'importance que ça a eu dans le développement des connaissances, le système à un corps, le fait que notre système, alors qu'on a mis du temps pour comprendre que c'est le Soleil qui est au centre, les planètes tournent autour, les lois de Kepler, la théorie de Newton, on a déjà mis du temps pour faire ça, dans un système qui est en fait extraordinairement simple et inconditionnellement stable, on peut se dire que toute chose égale par ailleurs, c'était son hypothèse, eh bien, une civilisation qui se développe sur une planète autour d'un système multiple, ça va être compliqué pour elle, comme quoi, disait-il, on a de la chance. Bon, à discuter, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là, il y a de conséquences très concrètes, peut-être sur le développement technique, une hypothèse bien sûr, sur le développement technique des civilisations sur des systèmes multiples. Alors on en arrive au système globulaire, un amas globulaire, un autre amas globulaire, celui-ci. Les amas globulaires, c'est des collections d'à peu près 100 000 étoiles, 100 000 à 1 million d'étoiles, mais qui sont liées par leur propre gravitation. C'est une structure stable, qui sont en orbite dans notre galaxie, qui sont des éléments de notre galaxie. Notre galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles, 150 milliards d'étoiles. Donc un amas globulaire, c'est comme quelque chose qui est beaucoup plus petit, mais qui est un nombre considérable d'étoiles, mais dans une taille très petite. La taille d'un amas globulaire, c'est typiquement quelques dizaines d'années-lumière. Vous avez des centaines de milliers d'étoiles dans quelques dizaines d'années-lumière. La densité, le nombre d'étoiles par unité de volume, par mètre cube, enfin le mètre cube n'est pas une unité adaptée pour les étoiles, mais par année-lumière au cube, on a un grand cube qui fait une année-lumière de côté, eh bien, dans un amas globulaire, on compte des centaines d'étoiles. Dans notre voisinage système solaire, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc la densité d'étoiles, c'est moins que 1 par cube de 1 année-lumière de côté. Là, on en compte littéralement des centaines d'étoiles par année-lumière au cube. Donc, ça a beaucoup de conséquences. D'abord, sur le ciel, évidemment, mais aussi sur les interactions entre étoiles, gravitationnelles entre étoiles. On n'est plus dans un système là, à 3 corps, 4 corps, 5 corps, 6 corps. On est dans un système à beaucoup de corps, qui sont en interaction gravitationnelle, même s'ils sont assez lointains les uns par rapport aux autres. Toutes ces actions peuvent s'additionner et le système est lié. Un amas globulaire, c'est lié par sa propre gravitation. Pour vous donner une idée, les distances moyennes au cœur d'un amas globulaire comme celui-ci, c'est 1/20 d'année-lumière. Hyper pratique pour aller du voyage interstellaire. L'étoile suivante, elle est à côté. Oui, mais l'embêtement, c'est qu'elle est à côté. Et donc, du coup, elle a des conséquences sur vous, votre système planétaire, éventuellement votre système de comètes qui sont en orbite. Enfin, elle a des conséquences sur vous. Alors, les mondes d'Alastor de Jack Vance, on nous dit un amas globulaire, c'est dit explicitement, l'amas d'Alastor, un volume de 20 années-lumière de diamètre. Alors, bon là, le camarade Vance, un volume, c'est des années-lumière au cube. Bon, un diamètre de 20 années-lumière, mais on comprend l'idée, c'est une sphère dont le diamètre fait 20 années-lumière, qui est tout à fait le bon ordre de grandeur. 5 trillions de personnes, 5 000 milliards de personnes, sur 3 000 planètes habitées. Il y a littéralement des centaines de milliers d'étoiles, donc il y a de la place pour faire ça. Ça se passe très très bien. Et puis, voilà, certains se sont plus à représenter ce que pourrait être le ciel d'Alastor la nuit, si tant est qu'on puisse imaginer une nuit, parce qu'après tout, il y a tellement d'étoiles. Voilà ce que ça pourrait représenter. Hein, c'est des sortes de simulations, une tentative. Dans un ciel comme celui d'Alastor, dans un amas globulaire, on aurait typiquement 100 000 étoiles visibles à l'œil nu. Dans notre ciel, on a plutôt 2000 visibles étoiles à l'œil nu, dans les très bonnes conditions, sans pollution lumineuse.
Donc on a beaucoup plus d'étoiles visibles à l'œil nu. L'étoile la plus brillante, l'objet en dehors de la Lune et du Soleil, l'objet le plus brillant, c'est Vénus, la planète Vénus, magnitude en astronomie, on appelle ça magnitude, la luminosité c'est -4. -4, c'est plus brillant que -3, plus brillant que -2, plus brillant que -1, plus brillant que 0, 1, 2, 6. C'est la limite de visibilité à l'œil nu. Donc magnitude -4, c'est un objet extrêmement... Le Soleil c'est -26, donc le Soleil c'est brillant. Donc, -4. On imagine dans un ciel comme celui d'Alastor, enfin, ou si on était au centre d'un magobulaire, mettons comme Alastor, il y aurait des étoiles dont la magnitude apparente serait -9, ça veut dire 100 fois plus lumineuse que Vénus, il y en aurait des centaines. On imagine des centaines. Je ne sais pas si vous avez vu Vénus, ou même l'étoile du Berger, on l'appelle aussi Vénus. C'est extrêmement brillant. Vous imaginez des trucs comme ça, il y en a des centaines dans le ciel. Ça, c'est pour discuter, pour la base. Et après ça, il y a des milliers d'étoiles qui sont aussi brillantes que les plus brillantes étoiles du ciel terrestre, qui sont Sirius, par exemple, ou de l'autre côté, Sirius est visible aussi dans l'hémisphère sud, mais dans l'hémisphère nord, on va la voir, c'est une constellation d'hiver. On va commencer à voir Sirius bientôt. Et littéralement des centaines, des milliers d'étoiles très brillantes. Donc on a un ciel qui serait absolument extraordinaire. Il n'y a aucun doute, ça changerait complètement notre perception du monde. Ça sera un emmerdement, parce qu'il nous masquerait ce qui se passe de l'autre côté. Si on voit en dehors, c'est embêtant. Parce qu'il y a toutes ces étoiles, par leur luminosité, vont nous polluer d'une certaine façon. Ce qui se passe en dehors de la magobulaire, on pourrait bien étudier ce qui se passe dedans, mais peut-être pas tellement ce qui se passe en dehors. Alors en revanche, les effets gravitationnels, le nombre d'étoiles binaires, d'étoiles qui ont évolué, qui se vidangent, comme j'ai dit tout à l'heure, sur leurs compagnons, le nombre de binaires X dans les amas globulaires est considérable. C'est là qu'on étudie très souvent les étoiles binaires X dans les amas globulaires, parce que par leurs interactions gravitationnelles mutuelles, il y a beaucoup de systèmes binaires dans les étoiles, dans les amas globulaires. Le nombre de binaires X, enfin bref, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était assez embêtant, enfin, il ne faut pas être trop à côté, vous n'êtes pas en orbite autour de cette binaire X, mais elle n'est pas loin, et il y en a plein dans l'amas globulaire. Donc je recommande, enfin la vue est sympa, ça je ne conteste pas, mais je ne recommande pas quand même le coup de l'amas globulaire, hein. C'est pas une très bonne idée. Mais il y a une vue qui, incontestablement, on pourrait taxer de spectaculaire. D'ailleurs, on pourrait se demander si on plaçait la Terre ailleurs dans notre galaxie, finalement. Là, c'est notre Voie lactée, qui n'est pas une image de la Voie lactée, bien sûr, vous l'avez compris, qui était une représentation telle qu'on la comprend en l'observant depuis la Terre, depuis l'intérieur, et c'est une image vue de dessus. On sait que notre galaxie est une galaxie spirale, la zone centrale, c'est une barre, là, une spirale barrée, la taille, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Et le Soleil, il est indiqué, le Soleil, il est en bas, on voit écrit Sun, il est à peu près à 26 000 années-lumière du centre. Il fait un grand cercle, hein, à peu près cercle, autour du centre de notre galaxie. Le mouvement de la galaxie résulte de la gravitation de tous les objets qui la composent. Hein. Ce n'est pas juste le trou noir central, il y a le fameux trou noir central de notre galaxie, qui fait 4 millions, à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil, et dont on sait qu'il est là avec certitude. Hein. Il y a maintenant des indices tout à fait certains de la présence de cet objet. Et donc, le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, mais il est sous l'influence de l'ensemble de la masse, c'est ce qu'on appelle un objet autogravitant, notre galaxie, et ses formes, notamment ces bras spiraux. Ces bras spiraux, ils ne sont pas solides, c'est pas un bloc et ça tourne en bloc, hein. Ce sont ce qu'on appelle des ondes de densité. Une onde de densité, c'est comme un bouchon. Un bouchon, vous arrivez dedans, ça roule pas, puis à un moment donné, vous sortez. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le bouchon, c'est quoi? Il y a pas... Des fois, c'est parce qu'il y a un vrai... Vous voyez encore l'action, mais des fois, le bouchon est encore là. Parce que ce qui se passe dans un bouchon, c'est que vous imaginez des files de voitures qui se succèdent les unes après les autres, rapidement sur l'autoroute, sur devoir, et puis, il y a un moment donné, il y a un endroit où vous dites aux voitures, ralentissez, ou arrêtez-vous. Donc celle-ci, elle s'arrête. Donc elle s'arrête, mais les suivantes, elles voient que ça s'arrête. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles ralentissent, elles s'arrêtent. Et les suivantes, elles ralentissent, elles s'arrêtent. Et donc on voit remonter le long de la file de voitures ce qu'on appelle une onde de freinage. Les gens freinent. L'action « je freine », c'est une onde qui remonte le long. Et puis les voitures sont arrêtées. Le bouchon se crée. Les voitures, il y a l'onde de freinage qui remonte. Et puis d'un coup, la barrière se lève, hop, on redémarre. Je démarre. Ah oui, il démarre, je démarre, il démarre. Et il y a une onde d'accélération qui démarre. D'accord? Et entre l'onde d'accélération et l'onde de freinage, il y a le bouchon. Le bouchon, c'est une structure qui dure. C'est jamais les mêmes voitures qui sont dedans. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Le bouchon se déplace au rythme encadré par l'onde d'accélération et l'onde de freinage. Et puis si finalement il en sort plus qu'il n'en rentre, il finit par disparaître. Ou sinon, il perdure, parce qu'il y a toujours plus de voitures qui rentrent que de voitures qui sortent, même si l'incident, la barrière qui s'est baissée, n'est plus là, elle a disparu, et on a pu redémarrer, le bouchon il est encore là. Donc vous énervez pas quand vous voyez dans le bouchon, hein. Vous dites, oh, encore une onde de densité, c'est pénible. Tiens, ça me rappelle d'ailleurs, dans la galaxie, il y a des ondes de densité. Ces bras spiraux sont exactement des ondes de densité.
l'équivalent galactique du bouchon autoroutier. Et dans ce bouchon autoroutier vont se former des étoiles, va rentrer sous forme de gaz, comprimé dans le bouchon. Les voitures sont comprimées dans le bouchon, des fois un peu trop comprimées. Crac, ça fait un accident. Les voitures sont comprimées dans le bouchon et la compression du gaz va motiver l'effondrement des nuages interstellaires au sein duquel vont se former les étoiles. Et il rentre du gaz, il sort des étoiles en gros. Et c'est pour ça que les bras sont si brillants. Les étoiles neuves, les étoiles jeunes, brillantes, bleues, sont formées à peu près au niveau des bras. Notre Soleil, il est dans l'interbras, il a été formé dans un bras, il est en train de se déplacer, il fait son évolution, il passe d'un bras à l'autre, ça lui prend un certain temps, et il fait le tour, il va être balayé par les bras ou les rattraper selon sa vitesse relative. Et donc voilà la structure de notre Voie lactée. Et notre Soleil, vous voyez qu'il est plutôt en périphérie. On pourrait dire, mais s'il était plus proche, s'il était plus loin. Alors s'il était plus proche, on serait un peu dans la situation trou noir, enfin pas trou noir, amas globulaire, beaucoup d'étoiles, beaucoup plus d'étoiles au centre de la Voie lactée que sur les bords. Donc il serait un peu dans la situation avec plein d'étoiles autour. Et puis surtout dans le disque de matière, il y a la matière dans le disque, là on ne la voit pas, on la voit par-dessus, mais sur la tranche on verrait le disque de matière. Et bien ça, l'épaisseur de ce disque, en années-lumière, là même en milliers d'années-lumière, serait suffisante pour que probablement ça nous masque considérablement ce qui se passe loin derrière, en dehors de la Voie lactée. Les galaxies lointaines par exemple. On serait plus embêté pour les observer. Donc probablement une planète en orbite, enfin une Terre et son Soleil plus proches du centre, les humains seraient plus embêtés s'ils devaient faire de la cosmologie. Ça serait plus compliqué. Il faudrait inventer des instruments qui n'ont pas été les premiers à être inventés, observés dans des gammes de longueur d'onde où la Voie lactée, le plan de la Voie lactée, la matière de la Voie lactée est transparente alors qu'elle est assez opaque en lumière visible par exemple. A l'inverse, si notre Soleil était beaucoup plus loin sur le bord de la Voie lactée, alors ça changerait tout. Au lieu de voir une Voie lactée, par exemple, qui fait le tour du ciel, comme on la voit actuellement, peut-être qu'on la verrait faire qu'une partie du tour du ciel. La taille apparente de la Voie lactée, c'est pas 360 degrés, parce qu'on est dedans. On serait une position un peu latérale, et on verrait qu'un grand arc, éventuellement, qui sort de l'horizon, mais un grand arc qui ne fait pas le tour complet du ciel. Il y aurait très peu d'étoiles brillantes. Très peu d'étoiles brillantes. Notre ciel serait beaucoup plus pauvre en étoiles qu'il ne l'est là où nous sommes, ou qu'il ne le serait si nous étions au voisinage plus près du centre de notre galaxie. Plus pauvre en étoiles, par contre, waouh, ça serait super faire de la cosmologie, on ne serait pas emmerdé par cette Voie lactée qui nous barre le truc. Demandez aux cosmologistes qui observent le fond diffus cosmologique, qui observent les galaxies lointaines, mais ils ne peuvent jamais observer dans le plan de la Voie lactée, ce qui se matérialise dans le ciel terrestre par cette bande lumineuse qu'on appelle Voie lactée, jamais ils observent là parce qu'on est embêté par la lumière de ça et par le fait que ça obscurci, ça, c'est opaque à la lumière plus lointaine de galaxies plus lointaines. On observe toujours dans la direction perpendiculaire, en gros, perpendiculaire au plan de la Voie lactée. Donc si notre Soleil avait une position différente, eh bien là encore, on pourrait imaginer des configurations tout à fait différentes. On pourrait aussi imaginer, sans être dans un amas globulaire, non loin d'un amas globulaire, depuis le ciel de la Terre, l'amas globulaire M13, il y en a 3, M13, M22 et Oméga du Centaure. C'est 3 qu'on voit depuis l'hémisphère sud, Oméga du Centaure, M22 c'est dans la Sagittaire, M13 dans la constellation d'Hercule. Ces 3 amas globulaires-là, dans les très bonnes conditions, avec des yeux au poil, on les voit. C'est pas super, mais à la jumelle, c'est super. Mais imaginez qu'on soit suffisamment proche d'un amas globulaire pour pas être dedans, non, ça c'est trop risqué, mais qu'on voit dans le ciel, littéralement de la Terre, un paquet ou à l'œil nu, ça fait 4-5 degrés de taille apparente, comme un œil dans le ciel, qui vous regarde, qui est cet amas globulaire, et on peut imaginer, se plaire à imaginer ce que serait la cosmologie, ce que seraient les religions, la théologie de peuples qui évoluent avec littéralement un paquet de 100 000 étoiles dans un bloc qui ferait quelques degrés de taille apparente dans le ciel de leur planète. Ça pourrait être, c'est tout à fait possible, hein, et il suffirait de se placer au bon endroit dans notre galaxie. Alors, je vois que le temps tourne, l'heure tourne. Alors, pour conclure, vous avez compris qu'on peut avoir un point de vue différent sur l'univers. Hein. Bon, là, évidemment, ils ont été franco, là. Hein. Parce que là, ils voient la galaxie comme je vous vois, de l'extérieur, on est sorti. Là, vous imaginez, cette galaxie qu'ils sont en train de regarder, là, dans Star Wars, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Ils la voient comme ça, quoi. Donc, ils sont à des millions d'années-lumière, littéralement, de cette galaxie, probablement. Hein, peut-être des centaines de milliers, peut-être 1 million d'années-lumière. Donc là, le vaisseau, je peux vous dire, c'est pas un vaisseau interstellaire qu'ils ont utilisé, c'est pas des distances qui se chiffrent en années, dizaines, centaines d'années-lumière. C'est des distances qui se chiffrent en centaines de milliers d'années-lumière pour voir notre galaxie sous un angle pareil. Donc vous voyez que ce qu'ils ont fait là, c'est encore plus stupéfiant que d'aller plus vite que la lumière, si j'ose dire, d'une étoile à une autre, comme ils le font aisément dans Star Wars ou dans Star Trek. Mais il n'y a pas besoin de ça non plus. Il y a besoin d'instruments que nous avons sur Terre. Il y a besoin d'un peu d'imagination aussi pour se les représenter. Et il y a simplement besoin de s'émerveiller devant le monde. Voici la même chose. Regardez, hein, c'est la même chose.
Sauf que l'on est bien sur Terre, c'est la galaxie du Sombrero, vous comprenez pourquoi on l'appelle Sombrero, Messier 104, dans la constellation de la Vierge. On voit très très bien le plan de la galaxie, les poussières toutes sombres qui obscurcissent la lumière, qui absorbent la lumière qui vient du plan de cette galaxie, qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière, mais on pourrait la regarder en d'autres longueurs d'onde, on pourrait la regarder en infrarouge, et on verrait briller intensément le plan sombre, et moins intensément là où il y a de la lumière d'étoiles. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de, finalement, de sortir de Terre pour aller découvrir l'univers, explorer l'univers, s'émerveiller de l'univers. Il faut deux choses, il faut de la science, et il faut des auteurs et des autrices de science-fiction qui mettent en scène tout ça pour faire des mondes chatoyants, des mondes extraordinaires qui permettent d'imaginer ce que pourrait être la vie d'être, et d'humains en particulier, sur d'autres mondes. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.